Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale et Territoire d'Info. C'est une heure de direct complet. On retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Raquel Garrido qui sera débriefée par nos éditorialistes. Elle est porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zapp Élysée, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires dans un instant. On part tout de suite dans les Vosges, dans ce journal, l'affaire Grégory suite. L'enquête progresse. Après les arrestations, l'étau se resserre autour des grands-oncles et tantes Jacqueline et Marcel Jacob, toujours en garde à vue aujourd'hui. Le procureur général de Dijon a tenu une conférence de presse en soutenant qu'on s'approche de la vérité, même si à ce stade, on ne connaît toujours pas l'auteur de l'assassinat. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. À Grangeau-Monzès, ce jeudi matin, plus beaucoup de signes de la frénésie médiatique qui s'est emparée de la commune la veille après l'annonce de 3 arrestations et donc d'un rebondissement possible dans l'affaire Grégory. Quelques journalistes nationaux étaient quand même encore sur place, de même que des enquêteurs de la gendarmerie, ici devant la maison des grands-parents, auditionnés en tant que témoins. Cette maison-là, elle, semble désormais inhabitée. C'est celle de Marcel Jacqueline Jacob, l'oncle et la tante de Jean-Marie Villemain, le père du petit Grégory. Jusqu'ici, personnage plutôt annexe de l'affaire, les enquêteurs dijonnais qui ont repris les 12 000 pièces du dossier et les ont en partie livrées au logiciel de recoupement de données Anacrime, ont semble-t-il acquis la conviction que Jacqueline et Marcel Jacob, proches de Bernard Laroche, ont joué un rôle prépondérant dans l'assassinat du petit garçon le 16 octobre 1984, à la plus grande surprise et même colère de l'avocat Spinelli de ces nouveaux suspects à notre micro à la mi-journée. Mon client, il a fêté ses 72 ans la veille de son interpellation. Il a été interpellé, placé en garde à vue, entendu hier jusqu'à 23h30 à 72 ans. Il a fallu se battre pour que que son audition soit suspendue. On cherche vraiment à faire craquer les gens. Qu'est-ce qui lui est reproché ? L'assassinat du petit Grégory. Directement ? Ni plus, ni moins. Sans rien, sur la base de aucun nouvel élément, sur la base de rien, sur la base d'un logiciel Anacrime qu'on alimente comme on veut. Je rappelle que mon client n'a jamais été placé en garde à vue, il a été entendu 3 fois dans la procédure, il n'y a jamais eu de soupçon. Et aujourd'hui, on vient dire que c'est lui sur du sable mouvant, sur rien. Les 3 gardes à vue, celles des époux Jacob et de Ginette Villemain, une tante du petit Grégory, se sont prolongées ce jeudi. Mais sur quels nouveaux éléments la Cour d'appel de Dijon s'appuie-t-elle pour relancer l'affaire ? Essentiellement des expertises en écriture, même si peu d'éléments ont fuité jusque-là. Jusqu'en fait la conférence de presse de cette fin d'après-midi à Dijon, menée par le procureur et les enquêteurs de la gendarmerie. On y a notamment appris qu'une lettre manuscrite de 1983, un an donc avant l'assassinat, attribuée au corbeau qui a sévi durant de longs mois, était confondante pour Jacqueline Jacob, la grande-tante, et qu'une autre lettre de 1989, celle-là, donc bien après la mort du petit Grégory, pourrait être attribuée à la grand-mère Monique Villemain. Cette expertise, avec les mêmes réserves de prudence que j'ai émises tout à l'heure, implique comme pouvant être son auteur, Madame Monique Jacob, épouse Villemain, qui est la grand-mère de Grégory. Et c'est notamment ce qui a justifié l'audition qui a été faite hier par la gendarmerie sur la commission probatoire du magistrat instructeur. Le procureur général qui a également précisé que les investigations montraient qu'à l'évidence, plusieurs personnes avaient concouru à l'assassinat du petit garçon, en concluant qu'on se rapprochait de la vérité, mais qu'à ce stade de l'enquête, il ne savait toujours pas qui était l'auteur du crime. Un nouveau point presse toujours à Dijon sera tenu ce vendredi après-midi à l'issue des gardes à vue. Et vous venez de l'entendre, à nouveau donc des développements possibles aujourd'hui. Le couple gardé à vue sera donc aujourd'hui s'il est mis en examen ou pas. À J-2 du second tour des élections législatives, on ouvre une page politique avec le Premier ministre Édouard Philippe qui était en visite hier dans le département du Gard. Un déplacement pour soutenir les candidats de la République En Marche. Optimiste, le Premier ministre entend disposer d'une majorité stable pour mettre en œuvre le programme du président de la République et du gouvernement. Fatima Kati pour TV Sud l'a suivi. Le Premier ministre Édouard Philippe était en visite dans le département, un déplacement pour soutenir les candidats de la République En Marche pour le second tour des élections législatives. J'ai toujours indiqué que quand je venais soutenir des candidats, je ne me préoccupais finalement assez peu de ceux contre qui ils se présentaient.
mais que j'étais là pour entendre ce qu'ils avaient à dire et pour soutenir et pour indiquer combien il était important que nous puissions disposer, avec Christine, mais avec beaucoup d'autres, dès lundi prochain, d'une majorité stable qui permettra au gouvernement, au président de la République et au gouvernement qui est responsable devant l'Assemblée nationale, de mettre en œuvre le programme fixé par le président et d'essayer de redresser le pays. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est encore une fois d'essayer de convaincre le plus clairement possible les Français de l'ambition qu'est la nôtre, de l'esprit qu'est le nôtre, de l'esprit de rassemblement. Il y a dans les candidats En Marche des gens qui viennent de la gauche, il y en a d'autres qui viennent de la droite, il y en a qui viennent du centre, il y en a qui viennent d'ailleurs, si j'ose dire, c'est-à-dire qui n'avaient pas d'engagement partisan. Tout à l'heure, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai rencontré un des responsables des comités En Marche qui a indiqué que 70% des adhérents d'En Marche dans ce département des Pyrénées-Orientales s'engageaient pour la première fois en politique. Moi, je considère que c'est une chance exceptionnelle. C'est intéressant, c'est excellent pour le débat public, c'est excellent pour la vitalité de la vie démocratique. Et si dimanche soir, l'exécutif obtenait la majorité absolue, quel rôle pour l'opposition? Cela ne va pas sans poser quelques questions. Réponse avec Flora Sauvage de Public Sénat. C'est le Graal de toute élection législative. À partir de 289 députés, un groupe est assuré d'avoir la majorité absolue. Avec des prévisions annoncées autour de 400 députés pour La République En Marche, quelle place restera-t-il pour l'opposition sur les bancs de l'Assemblée nationale? La droite, qui a essuyé une défaite cuisante au premier tour des législatives avec 20% des voix, met en garde contre la majorité absolue. S'il n'y a plus d'opposition, c'est la démocratie qui est en danger. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est concrètement, à l'Assemblée nationale, tout est proportionnel. Si nous n'avons pas 60 députés, on ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel. Je me dis, mais il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus de députés LR. Monsieur Macron, il aura sa majorité. Hormis la majorité absolue, pour exister à l'Assemblée nationale, on peut, à partir de 15 membres, constituer un groupe parlementaire. Il donne droit à un secrétariat administratif, à un temps de parole sanctuarisé pour les débats et à une place acquise à la conférence des présidents qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée. L'opposition existera et elle disposera des droits qui lui sont attribués par le règlement de l'Assemblée nationale, à savoir poser au moins la moitié des questions d'actualité, avoir un droit de tirage pour créer des commissions d'enquête, etc. Le seul problème, c'est qu'elle va manquer d'hommes et de femmes pour pouvoir exercer ces droits, puisqu'ils seront assez réduits, donc ils vont devoir travailler davantage. Pour provoquer la chute du gouvernement ou empêcher l'adoption d'un texte, il faut 58 députés afin de déposer une motion de censure. Et pour saisir le Conseil constitutionnel, le seuil s'élève à 60 députés. L'objectif dimanche, pour ces futurs membres de l'opposition, est d'atteindre un maximum de sièges afin d'utiliser tous les outils à leur disposition. Et on close ce dossier législatif avec un petit peu de pédagogie. Si vous souhaitez savoir quel est le rôle d'un député, regardez ce sujet de TV Vendée. Le député est le représentant du peuple français. Il a deux rôles principaux, celui d'abord d'élaborer les lois. Un député peut ainsi décider d'en créer une. Il dépose alors ce que l'on appelle une proposition de loi devant l'Assemblée nationale. Mais il examine également toutes les lois proposées par le Sénat ou le gouvernement. Il peut modifier ces textes à travers des amendements avant de les voter. Autre rôle du député, surveiller l'action du gouvernement. Lorsqu'un nouveau Premier ministre est nommé, les députés doivent donner leur avis. C'est le vote de confiance. Il peut aussi être demandé par le gouvernement sur n'importe quel texte. Si le non l'emporte, le gouvernement doit démissionner. Les députés peuvent aussi renverser le gouvernement. Il faut pour cela qu'ils soient 58 à le demander. C'est la motion de censure. Si elle est adoptée par la majorité des députés, le gouvernement est contraint de démissionner. Le député peut aussi interroger à tout moment les ministres via des questions écrites ou oralement lors des séances de questions au gouvernement les mardis et les mercredis. Les députés peuvent aussi réclamer des comptes sur des dossiers précis. Ils peuvent alors auditionner certaines personnes ou aller sur le terrain chercher des réponses, dans le cadre de commissions d'enquête ou de missions d'information. Pour résumer, les députés ont donc entre leurs mains le pouvoir législatif et peuvent encadrer en partie l'action du pouvoir exécutif. C'est l'un des principes fondamentaux de notre démocratie.
Retour dans les territoires, on se rend en Gironde, à Artigues, où les épiceries solidaires étaient réunies hier à Artigues, donc pour l'opération Table de producteurs unitaires. C'est un programme qui accompagne les producteurs fragilisés en leur garantissant l'achat d'une partie de leur production. Les fruits et légumes sont ensuite livrés aux épiceries solidaires locales, favorisant ainsi l'accès de personnes en situation précaire à une alimentation très saine. Ce matin, c'est donc tous ensemble, sous la houlette de grands chefs qu'ils ont cuisiné des produits frais. Sandrine Mancipose pour TV7 en Gironde y était. 7 chefs cuisiniers ont répondu présents pour l'événement. Aujourd'hui, dans leur brigade, des bénéficiaires et des bénévoles d'une dizaine d'épiceries solidaires de Gironde. Ici, la tomate est à l'honneur. Chacun s'affaire à la découpe avant de passer à l'assaisonnement. Un peu plus loin, le chef étoilé Nicolas Magie dispense quelques conseils pour écosser des petits pois. Un repas sain préparé ensemble qui se veut également vecteur de lien social. Il y a plusieurs épiceries sociales, donc on peut voir ce qui se passe chez eux. Et puis pour les bénéficiaires, c'est revalorisant, je trouve. Je cuisine pas du tout, donc le chef est super sympa, il nous explique tout. Et puis ça va nous apprendre à faire des menus, apprendre à s'occuper des légumes aussi. On est là pour se faire plaisir, pour expliquer différentes techniques, pour expliquer les produits, comment il faut les choisir, pour expliquer la saisonnalité, les assaisonnements différents et comme quoi la cuisine, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Tous les légumes travaillés sont produits par des agriculteurs qui étaient en difficulté et qui sont aujourd'hui aidés par Unitaire, un programme qui a vu le jour en 2012 dans la région. Ce sont des agriculteurs fragilisés qui nous sont orientés par différents réseaux, la MSA, les conseils généraux, Solidarité Paysans ou X réseaux qui tournent autour de ces agriculteurs, comme Chambre d'agriculture aussi, et qu'on va accompagner pour leur permettre d'aller mieux économiquement. C'est un modèle vertueux qui en plus englobe de l'insertion de salariés en difficulté. Je suis très sensible par une problématique. Les gens de plus de 50 ans aujourd'hui sur nos territoires qui sont sans emploi, anciens agriculteurs, anciens restaurateurs, des gens qui connaissent bien ces produits et qui ont une vraie richesse. Et donc ces gens-là, on les embauche pour venir chercher chaque produit chez les petits producteurs et les amener dans les épiceries solidaires. En 2016, en Nouvelle-Aquitaine, 208 agriculteurs ont ainsi approvisionné en fruits, légumes et œufs 30 000 bénéficiaires de l'aide alimentaire. Direction maintenant Montigny-les-Messes, où les enfants font leur cirque sous le chapiteau du Cirque-École. Elle est agréée par la Fédération française des écoles de cirque qui dispense toute l'année des cours et des stages pour tous les âges. Sa vocation est avant tout une ouverture pédagogique à la culture circassienne. Et on assiste aux dernières répétitions du spectacle de fin d'année des enfants avec Gaël Tiss pour Mirabel TV. On retourne, on se salue, on retourne à la boule et ensemble, on réalise combien de figures ? 3. Dernières instructions avant d'entrer en piste, ces acrobates en herbe répètent leur numéro de fin d'année. Loin des codes traditionnels du cirque, ce sont les aventures d'Indiana Jones qui les ont inspirés. Le Cirque-Éole de Montigny-les-Messes réinvente la discipline pour la rendre accessible au plus grand nombre. Le cirque a toujours fait rêver, depuis qu'on est tout petit. Le cirque a toujours été spectaculaire, c'est le mot, spectaculaire. Et on se rend compte qu'avec un peu de travail et de discipline, on arrive à faire quelque chose et on est fier, et on prend confiance en soi. C'est aussi un travail d'équipe, c'est sportif, mais il n'y a pas cet esprit de compétition qu'on peut retrouver dans d'autres disciplines où là tout le monde trouve sa place. C'est ça qui est intéressant dans le cirque et tout le monde trouve manière à faire, quoi. Un public d'enfants, d'adultes et même de personnes handicapées fréquente toute l'année le chapiteau du Cirque-Éole. Jonglage, trapèze, équilibre sur objet, on acquiert ici le goût de l'effort sans renoncer au plaisir du jeu. Et si ces formateurs sont diplômés des arts du cirque, leur priorité n'est pas de susciter des vocations. L'idée pour nous, c'est pas d'en faire des artistes, c'est juste qu'ils passent un moment déjà qui s'amusent. Et puis aussi, c'est un super outil pédagogique, c'est-à-dire pour les notions qu'on défend nous dans l'association, qui sont des notions d'éducation populaire, la discipline les oblige à une certaine discipline. Donc pour nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas à faire. Donc voilà, ils se respectent, ils respectent l'autre, ils respectent le travail de l'autre, ils travaillent ensemble. Comme vous avez pu le voir là, quand ils répètent, voilà, ils s'écoutent. Ça, c'était des petits de 6 ans, ils s'écoutent déjà. Voilà, c'est ça l'intérêt. Le Cirque-Éole accueille aussi des compagnies professionnelles en résidence et des spectacles réguliers. Il vient d'ailleurs d'inaugurer son 2e chapiteau. Voilà, et on a parlé de l'affaire Grégory avec ce sujet de Vosges Télévisions en début de journal. Sachez qu'on apprend que Marcel et Jacqueline Jacob sont déférés au parquet général de Dijon selon une source proche
du dossier ce matin. Voilà, sans transition, les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, avec des unes de la presse quotidienne régionale, évidemment, consacrées aussi à l'affaire Grégory, avec le républicain lorrain. Dans un premier temps, meurtre de Grégory. Ils étaient plusieurs. On l'a appris donc hier. Les investigations montrent que plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime, a expliqué le procureur général concernant cette affaire. Pour le Télégramme, c'est Grégory tout près de la vérité, avec un point d'interrogation. Et puis pour le Courrier de l'Ouest, c'est affaire Grégory, la piste de la vengeance familiale. Pour Sud-Ouest, c'est affaire Grégory, l'étau se resserre. Il y avait donc plusieurs corbeaux, des expertises ont permis de le désigner. L'Indépendant titre l'affaire Grégory relancée par le progrès technique. Ce sont ces nouvelles expertises qui expliquent les dernières arrestations. Et puis également le Premier ministre au soutien des candidats En Marche dans les Pyrénées-Orientales pour l'Indépendant. D'ailleurs, les unes politiques de la presse quotidienne régionale à J-2 des élections législatives reviennent évidemment, bien sûr, sur les législatives avec Ouest France, le grand journal de l'Ouest, législatives, ce qui risque gros, avec le portrait, vous le voyez, d'un certain nombre de personnalités qui sont en ballottage, soit favorables, soit défavorables. Pour le Progrès de Lyon, c'est législative, c'est l'heure de vérité. Et puis pour l'Ardonnais, c'est un titre local mais important pour cette région. Michaud, c'est fini. Le tribunal a prononcé hier la liquidation judiciaire de l'entreprise qui employait 81 salariés, avec une photo poignante de salariés qui pleurent à la une de l'Ardonnais. Pour la République des Pyrénées, eh bien c'est la fracture médicale dont on parle dans les territoires. Elle est particulièrement grave et en Béarn, avec des zones sans médecins aucune. Les médecins soulignent les trop grandes disparités existantes et en Béarn, elles sont extrêmement importantes. Pour la Voix du Nord, eh bien c'est le baccalauréat 2017. La raison, l'art, Rousseau, ils ont philosophé hier et la Voix du Nord revient sur ce bac philo. Le Populaire du Centre en Limousin, le bio gagne du terrain comme un peu partout en France. Et puis pour le Courrier Picard, c'est une magnifique photo en une, la magie d'une nuit d'été, c'est Amiens et sa cathédrale avec Chroma, le nouveau spectacle de mise en lumière de la cathédrale est, paraît-il, bluffant. Donc vous pourrez cet été très certainement vous y rendre si vous vous intéressez à ces sujets. C'est magnifique, c'est dans le Courrier Picard. La photo est très belle. Voilà, sans transition, j'accueille Sébastien Lacroix de l'Union de Reims. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau. J'accueille Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon Capitale. Bonjour Raphaël. Bonjour Cyril. Merci d'être là, en provenance de Lyon bien sûr. Et puis Julien Sartre, bonjour, le quotidien de La Réunion, qui vient régulièrement sur ce plateau nous parler de ce qui se passe aussi dans ce département d'Outre-mer. On y reviendra tout à l'heure avec les législatives. Dimanche, c'est donc le deuxième tour de ces élections législatives. Les sondages prédisent qu'il y aura une large majorité pour le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche. Jean-Luc Mélenchon et François Baroin, tous deux appellent à la mobilisation des abstentionnistes. Un sursaut de l'électorat contre les pleins pouvoirs, a même dit le chef de file des Républicains pour les législatives hier. La violence est invitée aussi sur le terrain. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous le savez, est remplacée par sa suppléante pour la fin de sa campagne après l'agression qu'elle a subie hier sur un marché à Paris alors qu'elle tractait elle-même. Elle est d'ailleurs toujours aujourd'hui à l'hôpital et avec des Français qui, selon des études, ne sont pas satisfaits des résultats du premier tour des élections. Sébastien Lacroix, à J-2 du deuxième tour, les choses sont-elles totalement fixées ? On peut le penser, on peut imaginer que Emmanuel Macron va obtenir une majorité qui va être autour de 400 députés, ça fait pas trop de doute. Donc le taux d'abstention risque même d'être plus fort que celui du premier tour. Ce que vous venez de dire d'ailleurs est intéressant parce que effectivement les Français et beaucoup de gens de l'opposition aimeraient qu'il y ait un rééquilibrage par rapport au mouvement En Marche, mais il n'est pas dit du tout que les électeurs se mobilisent pour voter pour les Républicains, pour le Front National ou pour les Insoumis, parce que ils sont lassés, parce qu'ils n'y croient plus, parce qu'ils auront d'autres choses à faire. Pour tout un tas de raisons, on pense que le taux d'abstention va être supérieur au deuxième tour, ou au moins équivalent à celui du premier tour. Alors, c'est une bonne nouvelle sur le papier pour le gouvernement et l'exécutif, Raphaël Ruffier-Fossoul. Ces indications qu'une large majorité, en tout cas peut-être absolue, sera présente dimanche soir. Mais ce n'est pas exempt d'effets pervers non plus pour la future majorité. C'est la question de la légitimité qui va être posée.
On a beau dire qui ne dit mot consent, les Français qui ne vont pas aller voter, c'est aussi parce qu'ils considèrent que les candidats à La République En Marche, finalement, ça leur va. Quand on est un peu à gauche, un peu à droite, comme ils sont un peu au centre, bon, on laisse passer une très large majorité, mais ils ont des réformes difficiles à faire par la suite. Quelle légitimité ils auront pour la mener, ça va être la vraie question. Après, je suis pas sûr que, pour un gouvernement, c'est quand même mieux d'avoir une majorité de 400 députés que d'avoir une majorité relative et devoir négocier avec un groupe MoDem dont on voit qu'il est déjà un petit peu frondeur et que François Bayrou est prêt déjà à se rebeller contre le Premier ministre. Je pense qu'il est plutôt content d'avoir une majorité large. Alors, si le débat n'a pas lieu à l'Assemblée, il peut avoir lieu dans la rue, Julien Sartre ? Ça, c'est le pari de beaucoup d'organisations, des organisations syndicales d'abord, qui ont d'ores et déjà donné rendez-vous à la rentrée. C'est le pari aussi de la France Insoumise, mais c'est un pari, c'est un pis-aller pour eux, puisque s'ils avaient réédité leur score de la présidentielle, ils auraient un groupe conséquent. Et je trouve que la déception est vraiment palpable chez Jean-Luc Mélenchon, chez ses partisans. On sent aussi un épuisement après la campagne présidentielle. Et c'est peut-être ce qui fait que finalement, la rue, ce sera autant un pari qu'un tout ce qu'il leur reste finalement. Il faudra... Voilà. Plus on est d'élus, moins on est d'accord, Sébastien Lacroix, c'est un adage qui vaut. C'est un adage qui va valoir. On imagine très bien que cette assemblée de 400 députés, enfin ce groupe de 400 députés va dans un premier temps, parce qu'il y en a beaucoup qui sont nouveaux, qui sont novices, qui vont apprendre le métier, vont être relativement, enfin sans vouloir être péjoratif, des députés un peu godillots. Ils vont faire ce qu'on leur dit de faire, mais on imagine très bien. Surtout qu'ils sont inexpérimentés. Voilà, ils sont inexpérimentés. Je pense on peut facilement ils seront assez dociles. Mais on peut imaginer assez rapidement qu'ils aient le souhait de s'émanciper et qu'au fur et à mesure, ils prennent leur liberté par rapport à la ligne principale. Donc, dans un premier temps, et c'est pour ça d'ailleurs que Macron a intérêt, s'il veut avancer vite, à faire passer toutes les premières lois qu'il veut passer dans un premier temps. S'il veut ensuite poursuivre, ça va être beaucoup plus difficile parce que les tensions vont commencer à naître, alors à la fois à l'Assemblée, mais également dans la rue, parce que sur les lois sociales, on peut imaginer qu'il y ait quand même une fronde syndicale. Raphaël Ruffier-Fossoul, c'est une situation si inhabituelle sous la Ve République ? Il y a déjà eu des majorités assez larges. On se souvient de 93 où la droite avait eu une majorité extrêmement forte. 81 avant ça, François Mitterrand. 81 qui n'était pas aussi forte que 93, mais plus de 400 députés, non, ce serait nouveau. Et surtout, effectivement, comme on l'a dit, ce sera des députés assez dociles parce qu'ils n'ont aucune autre légitimité que celle d'Emmanuel Macron. Ils ont gagné avec l'étiquette. Partout dans les régions, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des candidats qui peuvent être extrêmement faibles, à qui on ne donne aucune chance dans un débat normal face à un candidat en face d'eux. Et qui pourtant vont être élus. Là, dans le Rhône, je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi, il y a plusieurs candidats à qui on a interdit d'aller faire des débats ou interdit d'aller faire des entretiens. Qu'ils fassent quoi, des gaffes ? Non, parce qu'ils sont simplement trop mauvais. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas la route dans un débat. Et quand on sait qu'un rôle de député, c'est quand même avant tout un hémicycle dans lequel il faut savoir s'exprimer et débattre avec ses confrères, on peut effectivement penser qu'ils vont être un peu faibles. Et de toute façon, ce serait un peu sévère de les résumer à ça, parce qu'il y a des gens de la société civile, ils peuvent être de très bonnes surprises, ils peuvent être des gens qui se révèlent assez indépendants, enrichir la loi d'une manière nouvelle, c'est un peu le pari, mais c'est aussi des gens qui n'auront pas d'autre légitimité que celle d'Emmanuel Macron. En Champagne, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. On peut croire d'ailleurs qu'il y a eu une espèce de mot d'ordre du mouvement En Marche pour dire surtout éviter les débats, parce que nous, on a très peu de débats avec des gens de En Marche, ils refusent généralement. Et donc, on voit bien que l'étiquette fait tout que pour être un peu caricatural, un chien coiffé d'un chapeau serait élu avec une étiquette En Marche. On a le cas de Catherine Vautrin, vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui est quand même une députée chevronnée. Quoi qu'on en pense, elle est relativement compétente. Et donc, elle se retrouve face à quelqu'un qui arrive en politique. C'est quand même assez étonnant. Enfin, je pense qu'on a ça dans toutes les régions et que ça
ça pose un problème. Alors à La Réunion, eh bien, Julien Sartre. Désolé de vous contredire, mais on n'a pas ça forcément dans, le point sur La Réunion, dans toutes les régions, parce que à La Réunion précisément, le vote ultramarin en Outre-mer a toujours eu, aura toujours des spécificités. Et à La Réunion, la particularité, c'est que le mouvement d'Emmanuel Macron et Emmanuel Macron lui-même ont échoué à incarner le renouvellement. En fait, la vieille garde qui est toujours représentée. Ah oui, et vraiment, le mouvement d'Emmanuel Macron a passé des accords des accords plus ou moins officieux, avec Thierry Robert et Gilbert Annette, qui sont respectivement les maires de Saint-Leu et de Saint-Denis, et qui incarnent la vieille politique ultramarine, mais vraiment à l'ancienne. D'ailleurs, l'investiture de Thierry Robert En Marche lui a été retirée quelques heures après qu'elle lui ait été donnée lors d'une première vague d'attribution, parce qu'il avait été condamné pour diffamation, parce que ses indemnités parlementaires sont sur le point d'être saisies dans une affaire judiciaire qui l'oppose à des promoteurs immobiliers. Et la ministre, et en fait les députés sortants ont joué la carte de l'ambiguïté, du flou, de la majorité présidentielle, et ils s'en sortent très bien, y compris une ministre sortante du gouvernement Hollande. Alors, une ancienne ministre qui s'en sort pas bien, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a, vous savez, été victime de cette agression. Alors, on peut vraiment parler de violence de fin de campagne ou d'actes isolés, Sébastien Lacroix? Moi, j'ai l'impression que cette campagne, elle finit mal. D'abord, il n'y a pas vraiment de campagne, il n'y a pas de débat, on va dire. Il y a une campagne, mais il n'y a pas vraiment de débat. On ne sait pas très bien ce que défendent les uns et les autres. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'histoire de l'agression de NKM. Il y a également Henri Guénaud qui, on va dire, pète un câble en direct et plusieurs fois d'ailleurs sur les plateaux de télévision. On a l'impression que le débat se réduit maintenant à de la violence et sans doute est-ce dû d'abord au manque de débat et à la longueur de cette campagne. Il ne faut pas oublier qu'on a commencé avec des primaires. Il y a eu 3 primaires successives. Il y a eu 2 tours de présidentielles et on aborde le 2e tour des législatives. Donc du travail pour le ministre de l'Intérieur, pour encadrer tout ça. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur à Lyon, ancien maire de Lyon, mais toujours très présent politiquement. Oh bah oui, déjà il a toujours ses sièges de maire de Lyon, de président de la métropole, et il prépare sa succession. Puis là, il était en campagne sur le terrain. Bientôt ancien maire. Bientôt ancien maire. Bientôt ancien maire, on parlait de renouvellement à Lyon même. C'est vrai que c'est la vieille garde socialiste qui a été choisie comme à La Réunion. Le renouvellement, il arrive finalement en périphérie de Lyon, là où on n'imaginait pas du tout que les candidats En Marche pouvaient gagner. C'est là où on a des nouveaux visages. Mais pour revenir sur la violence de la fin de campagne, surtout ce qui est violent, c'est pour les élus sortants, c'est la violence du dégagisme. Dire que les Français le veulent, ça aussi, veulent se renouveler. On entend beaucoup dire il faut des groupes d'opposition forts pour qu'à l'Assemblée nationale, ils puissent faire beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que les oppositions ont fait ces dernières années ? Donc ça ne convainc pas les Français. Les Français, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie de, au moins, changer les têtes. Avec une photo à l'intérieur de Lyon capitale du maire de Lyon en blouson de cuir et Santiago, c'est ça ? Voilà, une photo de Colin Rocker. Elle date d'une dizaine d'années, d'une quinzaine d'années même. Ça amusera ceux qui suivent le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. C'était à l'époque où il faisait campagne dans les maisons de retraite en poussant la chansonnette. Pour terminer, Julien Sartre, très rapidement, dans le quotidien de La Réunion, une affaire pas comme les autres, inhabituelle. Un djihadiste réunionnais qui est jugé à Paris. Oui, c'est un peu le premier djihadiste réunionnais, le premier djihadiste d'outre-mer aussi. Il est jugé devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, qui est une chambre spécialisée dans les affaires de terrorisme. C'est une affaire grave. Il a envoyé de jeunes... Enfin, il est soupçonné d'avoir envoyé de jeunes réunionnais en Irak et en Syrie, dans la zone de guerre. Et il devra aussi se défendre d'accusations de préparation d'attentats à La Réunion. Merci Julien Sartre du quotidien de La Réunion, Sébastien Lacroix de l'Union de Reims qu'on retrouve tout à l'heure et Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon Capitale qu'on retrouve tout à l'heure aussi. On passe à la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et aussi dans les départements et territoires français d'outre-mer. La météo vous est présentée par Terroléo Pro avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terre Oléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Dans quelques minutes, c'est Raquel Garrido, la porte-parole de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui est notre invité politique. Mais tout de suite, on passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Oui, il y a un problème Bayrou. Enfin, on ne sait pas bien, M. Bayrou, il est vice-premier ministre, il est vice-président. Non, très sérieusement... Emmanuel Macron ne doit pas être très content de ce qui est en train de se passer. La faute à qui? Et que je pense que chacun doit assumer ses responsabilités. Il faut faire attention, mais bon, c'est peut-être aussi la période de rodage, même si François Bayrou n'est quand même pas un perdreau de l'année. Nous allons vers une assemblée qui sera peut-être constituée à près de 70% par des députés En Marche, alors même qu'ils ne représenteront qu'aux alentours de 15% des inscrits. Il est acquis que le président de la République aura une majorité absolue, c'est ce que souhaitaient les Français au lendemain. C'est déjà acquis pour vous. Vous allez avoir ce qu'on voit aujourd'hui à travers les candidats En Marche qui ne veulent pas faire de débat, une espèce de noblesse d'empire, vous voyez, sans avoir connu les combats, des gens qui arrivent et qui en réalité vont donner des leçons aux autres. Avec le mode de scrutin majoritaire, l'effet amplificateur donne une majorité écrasante, très écrasante, et le risque c'est qu'une majorité écrasante écrase le débat. Emmanuel Macron n'aurait-il pas asphyxié tous les autres partis traditionnels? Asphyxié, je n'utiliserai peut-être pas ce mot. De quoi s'agit-il au fond? Il a peut-être anéanti les combats partisans. Ce que j'ai vu, c'est NKM qui brandit ses tracts, l'agresseur qui lui arrache des mains et lui renvoie d'un mouvement, d'un revers de la main vers son visage à elle. Elle se protège, elle met sa main comme ça pour se protéger et les tracts heurtant sa main, elle prend sa main dans la figure et ensuite elle s'effondre. Nathalie Kosciusko-Morizet, inconsciente pendant plusieurs minutes. La candidate a été hospitalisée et a reçu la visite du Premier ministre Édouard Philippe. C'était sur ma route. J'ai pour Nathalie des sentiments d'amitié depuis longtemps et je suis passé m'assurer qu'elle allait bien. Je l'ai trouvée secouée. J'ai décidé de suspendre ma campagne électorale jusqu'à nouvel ordre. Dès lors que Nathalie Kosciusko-Morizet n'est pas en mesure de mener normalement la sienne, il est normal que moi je stoppe la mienne. Jean Lassalle, ça fait 40 ans qu'il est maire de Lourdes-Sichères, ça fait 15 ans qu'il est maintenant député, il brigue un 4e mandat, 108 ans de mandat cumulé. Je pense que c'est le candidat du passé, nous sommes le candidat de l'avenir. Salut Monique, connais-tu le président? Oui, je l'ai rencontré l'an dernier. Je lui avais demandé sa carte de crédit pour m'acheter des bras. Maintenant qu'il est président, il pourrait peut-être m'acheter des jambes. D'accord, Monique, j'ai compris. Je te rends ton patron. Qu'est-ce que tu veux à côté de mon challenger, qui est jeune, magnifique, etc. Et je suis un vieillard sans défense. Oui, mais alors vous avez quoi pour vous? Rien. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Raquel Garrido. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio et Mickaël Zamès. Bonjour à tous. Le spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Mickaël, merci d'être là. Raquel Garrido, on va bien sûr vous interroger dans quelques minutes sur les élections législatives à J-2 du scrutin. Mais avant de traiter de cette actu politique, rendre 11 vaccins obligatoires contre 3 aujourd'hui, c'est le vœu de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Est-ce qu'on est face à un problème en France de santé publique quand on sait qu'il y a de plus en plus de suspicions vis-à-vis des vaccins aujourd'hui ? Bon, alors, moi, je ne suis pas partisane de développer les méfiances parentales vis-à-vis des vaccins, parce que ça peut, quand on joue trop cette carte-là, il peut y avoir derrière des risques de santé pour les enfants, en particulier dans les familles. Mais globalement, la difficulté ici, c'est que on a un gouvernement qui est très, très proche des milieux d'affaires et des lobbies. Et en particulier des lobbies pharmaceutiques. Ah, vous liez ce désir du gouvernement à sa proximité avec des lobbies dans le domaine médical et de la santé ? De façon générale, le gouvernement est très proche de lobbies. Et puis en ce qui concerne la ministre de la Santé, ça a été dit, elle est proche des lobbies pharmaceutiques. C'est une accusation assez grave, ça. C'est pas moi qui le dis. Hein, ça a été beaucoup dit et commenté dans la presse à propos des différents ministères. Donc en ce qui concerne
précisément cette liste des 11 vaccins que je n'ai pas regardé, pour lesquels je n'ai pas consulté personne dans le corps médical, je me garderais bien de donner un avis. Mais le fait qu'on impose 11 vaccins, de les rendre obligatoires, au nom de la méningite progresse, la rougeole progresse, il y a des cas qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Inefficacité. Alors, je vous répète, quand il s'agit de santé publique, moi je suis partisane de l'obligation. On ne peut pas considérer, c'est de deux choses l'une. Soit il y a une politique, il y a des problèmes de santé publique et donc effectivement il faut y répondre par l'obligation. En tout cas, on va dire l'objectif d'exhaustivité. On ne va pas mettre les gens, on ne va pas les attacher, mais il y a un objectif d'exhaustivité et d'impulsion par le haut. C'est normal, c'est ça la santé publique. Le problème, c'est que là, en l'occurrence, en l'espèce, je demande à voir plus précisément ce qu'il en est, parce que j'ai une méfiance vis-à-vis de ce gouvernement et de cette ministre en particulier. Raquel Garrido, vous avez vu l'acte de violence dont a été victime et l'agression dont a été victime Nathalie Kosciusko-Morizet hier pendant sa campagne législative. Il y a ce soir une mobilisation à Paris. Est-ce que vous en serez ? Pourquoi pas, je ne suis pas au courant, mais effectivement, pourquoi pas. Je pense que il ne faut pas laisser banaliser la violence faite aux femmes. Voilà. Mais c'est pas la première fois. Oui, c'est pas la première fois qu'il y a des violences liées au caractère électoral. On se souvient de la gifle de Manuel Valls, de François Fillon au Farinet. Qu'est-ce que ça dit du climat quand même de cette année électorale, cette violence ? Attendez, pour moi, je ne vous faites un distinguo. Vous faites un distinguo. NKM, c'est autre chose que Fillon et Valls. D'abord, il s'agit d'un homme qui agresse une femme, un homme qui se croit, qui pense avoir le droit. Voilà, parce que c'est un homme de jouer de sa force physique sur une femme. Donc que ce soit politique ou dans l'intimité d'une maison, pour moi, c'est le même type de lâcheté, le même type de comportement qu'il faut sévèrement punir. Et ce type qui est parti en plus en courant, un lâche, j'espère qu'il va être rattrapé rapidement et qu'il sera puni. Voilà. Et j'espère vraiment, moi j'ai dit très rapidement toute ma solidarité avec Nathalie Kosciusko-Morizet et vraiment j'invite à ce que ce ne soit pas traité sous l'angle de la violence en général ou la violence politique. Voilà, c'est pas. Non, attendez, d'abord prenons acte du fait qu'il y a des hommes qui pensent que s'agissant des femmes, ils ont tous les droits. Mais il y a aussi les violences politiques quand même. Jean-Luc Mélenchon a tweeté à propos d'NKM en disant stop à la violence politique. Oui, non mais bien sûr, de toute façon toute violence, la violence c'est mal de toute façon. Mais moi je veux souligner. Un homme, ça aurait été différent. C'est évidemment que c'est différent. Évidemment qu'un homme qui tape un homme, c'est pas la même chose qu'un homme qui tape une femme, puisque les femmes meurent sous les coups des hommes tous les jours dans ce pays, et il ne faut pas banaliser la question de la violence faite aux femmes. Alors sur le deuxième tour de ces législatives dimanche prochain, 53% des Français n'iront pas voter. C'est encore un nouveau record, a priori, si ça se confirme. C'est un chiffre donné par Odoxa, institut de sondage, et 48% des sympathisants de gauche comptent s'abstenir. 64% d'ailleurs des jeunes aussi des 18-24 ans. C'est quand même, passez-moi l'expression, votre fonds de commerce. Est-ce que vous craignez cette abstention qui s'annonce comme pour être un nouveau record ? J'aime pas du tout l'expression fonds de commerce. Vous savez, là, on parle de... Non, mais les jeunes et la majorité de gauche. D'engagement public, c'est pas du tout le fonds de commerce. Là où vous avez... Peut-être que ce que vous avez voulu dire, c'est qu'à la présidentielle, nous sommes passés devant dans la jeunesse et dans les milieux populaires, et que par voie de conséquence, dès lors que les jeunes et les quartiers populaires votent moins, nous sommes les premiers à subir cette abstention. Et c'est une réalité. C'est une réalité. J'ai regardé les premières études d'analyse de l'abstention du premier tour. L'abstention est majoritaire sur toutes les catégories socio-professionnelles, et à partir de 3 000 € par mois, la participation commence à devenir au-dessus de l'abstention. Donc on a un vote de classe. On revient à la bonne vieille situation antérieure où la démocratie, entre guillemets, de la Ve République n'existe que dans un mondillo de l'entre-soi. Élargir sa base électorale. Ça veut dire aussi que la France insoumise n'arrive pas à élargir sa base électorale par rapport à la présidentielle. Non, mais de toute façon, on est à 2,5 millions de voix. On est sur 560 circonscriptions couvertes. Donc comment vous en sortez dans 2 jours, comment vous en sortez ? Est-ce que vous faites un appel ce matin aux électeurs pour qu'ils aillent se déplacer aux urnes ? Ou est-ce que vous dites, par exemple, comme Gilbert Collard, que les électeurs sont des fainéants ? Non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais culpabilisé les abstentionnistes parce que je pense que l'abstention est un acte rationnel. Je pense que qu'en tant que citoyen, quand on est allé voter 1 fois, 2 fois, 3 fois, qu'on a cru en des gens et qui nous ont trahis, le fait de ne pas aller voter, c'est une rationalité. C'est pour ça que je me bats pour la prise en compte du vote blanc et nul dans le suffrage exprimé, pour la mise en place de seuils de représentativité. C'est cela qui va amener des gens dans la démocratie. La proportionnelle aussi. Je suis heureuse de voir que cette semaine, il y a une vraie discussion dans ce pays sur la proportionnelle. Mais vous demandez que ça aille vite au Premier ministre, qui dit on verra le seuil et on verra quand.
Alors, ça reste. Moi, je pense que la représentativité politique est un enjeu de moralisation. C'est la loi de moralisation qui doit inclure la proportionnelle. Je le demande fermement au gouvernement et à François Bayrou d'inclure la proportionnelle. La loi de moralisation. Alors, attendez, on va regarder ce qu'il y a dedans, mais je demande à ce qu'il y ait la proportionnelle. Il y a bien le non-cumul des mandats, donc c'est bien une loi qui vise à rétablir une forme de confiance et de lien plus proche entre les citoyens et la politique. Ça passe, tout le monde l'a dit cette semaine, tout le monde l'a reconnu par la proportionnelle, non pas vu comme un droit des partis à avoir plus de députés, parce que ça, tout le monde s'en fiche, mais comme un droit des citoyens à être représentés à nouveau représentés à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que le souverain, c'est nous quand même, c'est les citoyens, pas un parti, fut-il le parti. Ça ne veut pas dire que vous seriez forcément une véritable opposition, hein, même avec de la proportionnelle. Vous redoutez un raz-de-marée en marche dimanche ? De toute façon, démocratiquement, je pense que tout le monde le redoute. Cette semaine, je le sens sur le terrain. Il y a une crainte, effectivement, de cette situation nouvelle, d'une hégémonie sans contrepartie. Par exemple, une magistrate me disait que cette règle des 60 députés sénateurs pour saisir le Conseil constitutionnel, qui se fait classiquement sur beaucoup de lois, là, imaginez une situation où il n'y a même pas un groupe qui a 60 députés sénateurs, et donc c'est même plus possible, ce petit contrôle de base. Ou alors sur la question, par exemple, de la loi sur l'état d'urgence, de la pérennisation de l'état d'urgence, si vous n'avez pas des garde-fous minimum sur la question des libertés publiques par l'existence même d'une opposition, vous avez un espèce de rouleau compresseur qui pose des vrais problèmes pour les libertés publiques. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Même les services, la DGSE et DGSI, ça c'est un journaliste spécialisé qui me le disait cette semaine, eux préféreraient quand même avoir à l'Assemblée, au moins une commission défense, une commission renseignement, avec une pluralité devant lesquelles ils peuvent aller faire valider un certain nombre d'actes de renseignement. C'est Raquel Garrido qui est notre invitée ce matin, les porte-parole de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Justement, Jean-Luc Mélenchon a dit, il y a 24 heures en meeting à Marseille, « Je compte presque tous les jours pour que ce soit fini, je n'en peux plus ». Est-ce que c'est donc sa dernière carte? S'il est élu, c'est fini pour lui? Pas du tout. Bien sûr, mais on en est tous là. Je veux pas trop psychologiser, mais comme vous, enfin comme toutes les personnes qui ont beaucoup suivi la présidentielle, et même les Français, cette présidentielle a été très intense. Parce qu'il y a eu beaucoup de surprises. Avec les primaires, vous voulez dire. Oui, et elle a été intense. Elle a amené des nouveautés. Et donc là, moi j'utilisais hier une analogie footballistique. On est dans la situation à la Coupe du Monde. Voilà, il y a eu un match, on est en finale, c'est formidable, et on nous dit ah mais tiens, il y a le match pour la 3e place. Bon, bah, il y a moins d'intensité, quoi. C'est normal, il y a moins de monde qui vient. C'est pour vous, les législatives, enfin, c'est ce qui expliquerait aussi l'abstention. Oui, mais c'est une logique institutionnelle, c'est une logique institutionnelle. Les gens, si vous voulez, ce n'est pas rationnel, cette histoire de que on va tous délibérer pour forger une opinion dans le pays pour un président à qui on confie des pouvoirs, et soudainement on nous dit ah mais en fait il faut recommencer la discussion. Pourquoi pour une institution qui de l'aveu même de l'exécutif. Les électeurs demandent de l'énergie. Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido. L'énergie à leur politique. Alors là, pardonnez-moi. Les Français demandent de l'énergie à leur politique. Donc cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, ça peut vouloir dire je suis un peu fatigué de la politique. Non mais Jean-Luc Mélenchon, attendez, on lui reproche d'avoir trop d'énergie, après pas assez d'énergie, après d'être bon. Tout va bien, vous inquiétez pas. Peut-être qu'on peut parler un peu du fond. Patrick Mennucci a annoncé qu'il ne donnerait pas de consigne de vote. Est-ce que vous le regrettez, ça, face à Jean-Luc Mélenchon, à Marseille, dans sa circonscription? Non, je pense que le Parti socialiste, il est vraiment happé dans la réunification de l'oligarchie qui est mise en œuvre par Macron. C'est ça son problème aujourd'hui au Parti socialiste. Macron, il a réussi quelque chose, c'est qu'il avait un bout de l'oligarchie qui était dans la social-démocratie, un bout à LR, un bout au centre, un bout dans la haute administration, dans la banque. Tout ça a fusionné autour d'En Marche. Le problème du PS, il est là. De toute façon, il a perdu l'essentiel de ses voix vis-à-vis d'En Marche. Donc vous êtes la principale force d'opposition à gauche, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Ah mais on ne se passe pas qu'on est la principale. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul mouvement. Il n'y a qu'un seul mouvement dans ce pays qui porte des valeurs humanistes, écologiques et sociales, et qui porte un projet alternatif à celui de Macron. Donc, si vous n'avez pas 15 députés, vous n'aurez pas de groupe à l'Assemblée? Alors, moi, je ne veux pas acter ce chiffre de 15. On dit beaucoup que 15, c'est une sorte de seuil absolument indiscutable. Je rappelle à tout le monde quand même que la règle
des 15 députés pour former un groupe n'est pas une règle constitutionnelle ou issue de la loi, c'est une règle du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et je considère que le groupe majoritaire En Marche, surtout s'il est très très majoritaire, il doit changer cette règle en fonction de la réalité. Vous demandez un changement de règle au cas où. Je demande que cette règle soit adaptée à la réalité de qui sera au final à l'Assemblée nationale pour que les groupes puissent exister. Et que la délibération et l'opposition puissent exister à l'Assemblée nationale. C'est quand même la moindre des choses. Ça ne vous paraît pas incongru, par exemple, un groupe avec 3 députés? Non, pas du tout. Ça ne paraît absolument pas incongru. Je considère que s'il y a un mouvement, je ne parle pas forcément du mien, quel qu'il fût, il y a seulement 2 députés ou 3 députés, je considère que la qualité des débats à l'Assemblée nationale commande que chacun puisse s'exprimer en ayant un groupe, d'autant que tout le monde l'a constaté, qu'il s'agira, a priori, on parlera de mouvements qui auront à la présidentielle recueilli des millions et des millions de voix, et pour lesquels le fait de pouvoir s'organiser en opposition est la base de la démocratie et du pluralisme politique. Vos relations avec les communistes, là, puisque de toute façon, si groupes il devait y avoir, ils ne pourraient pas se constituer sans les communistes. Quels sont vos rapports avec eux? D'abord, je viens de répondre à votre question antérieure. Pour moi, il n'y a pas d'obligation nécessairement de s'allier si on change le seuil. Et puis, je constate surtout que de toute façon, aujourd'hui, on est tous ensemble pour porter les candidatures. En gros, il y a 80 candidats qui sont portés par nous tous, qui viennent de la France Insoumise, qui viennent des communistes ou des frondeurs. On soutient 4 socialistes frondeurs. Et voilà. Bon, après, on verra comment tout ça s'organise en fonction des... Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut réussir à Marseille, peut l'emporter sans les socialistes, puisqu'il a fait un geste vis-à-vis des frondeurs? Ça veut dire quoi? Attendez, d'abord, je crois que le PS marseillais appelle à voter pour lui, que Patrick Monnucci individuellement ne le fasse pas, c'est une chose, mais il y a sur le terrain, je peux vous le dire, je l'ai vu cette semaine, c'était pas le cas la semaine d'avant, mais cette semaine, il y a un tout sauf Macron sur le terrain. Les gens ont constaté, oui, je le vois sur le terrain, il y a un tout sauf Macron cette semaine, un désir de rééquilibrage. Nous, à Montreuil et Bagnolet, avec Alexis Corbière dans la campagne, nous avons constaté même des gens qui ont voté Macron et qui là, soudainement, se disent non, c'est pas possible, on n'a pas encore il vu, faut rééquilibrer. Macron, mais si vous nous le dites... je le constate, des gens qui se disent non, c'est pas possible, il faut pouvoir garantir le pluralisme, et donc finalement qui s'apprêtent à voter contre leur... C'est ce que vous demandez pour ce deuxième tour de dimanche? Non, moi je ne le demande pas, je vous dis que ça existe sur le terrain. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des alliances de tout le monde sauf Macron, parce que ça n'aurait pas de sens politiquement, mais je vous dis que ça existe sur le terrain parmi nos compatriotes. Je voudrais votre avis sur Carlos Ghosn. C'est une bonne surprise pour lui hier, malgré la révélation d'un projet de bonus caché. Les actionnaires ont approuvé le montant de la rémunération du président de Renault, au bas mot près de 7 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est insupportable. Voilà. Vous avez actuellement des candidatures à la législative de la part de députés En Marche qui s'apprêtent tous à lever la main pour habiliter le gouvernement à procéder aux ordonnances Macron, qui prévoit la possibilité au niveau de l'entreprise de négocier quoi? Une baisse généralisée des salaires. C'est ça qui est littéralement prévu. Donc vous avez un salaire médian en France à 1 800 €. C'est très difficile de vivre pour la plupart des Français. Et puis il y en a qui se gavent. Voilà, toujours les mêmes. Voilà, les amis du président Macron. Raquel Garrido, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Vous êtes porte-parole de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon à J-2 des élections législatives. Merci Michael Zamès, merci Véronique Jacquier. On passe au débrief, Raquel Garrido, de vos propos dans un instant. Voilà, alors que Raquel Garrido quitte ce plateau, je réaccueille Sébastien Lacroix de l'Union de Reims. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous ce matin. Rebonjour. Et Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon Capitale. Bonjour Raphaël, merci, rebonjour d'être là ce matin. La violence est invitée dans la campagne électorale, cette fin de campagne, avec Nathalie Kosciusko-Morizet qui a été remplacée par sa suppléante pour la fin de sa campagne, après l'agression qu'elle a subie hier sur un marché à Paris alors qu'elle tractait. Elle est encore à l'hôpital aujourd'hui. Pas de banalisation de la violence faite aux femmes, a dit Raquel Garrido ce matin. Oui, elle a raison de ce point de vue-là, parce que on a évoqué tout à l'heure un certain nombre de violences verbales ou de violences même physiques, puisqu'il y en a eu, l'histoire de l'enfarinement de jeunes. Elle a fait le distinguo. Voilà. Et il y a un distinguo à faire, elle a tout à fait raison, entre l'agression sur une femme par rapport à des propos qui peuvent être violents, ou une histoire d'enfarinade, ou même d'une claque, parce que Manuel Valls, c'est lui qui avait reçu une claque, je crois. Emmanuel Macron des œufs. Emmanuel Macron des œufs.
Oui, il n'y avait pas eu la même unanimité pour Manuel Valls sur la claque, alors qu'effectivement, c'est un peu plus qu'un acte symbolique et que de la farine. Bien sûr. Mais sinon, c'est vrai qu'autour de NKM, il y a vraiment une solidarité qui va du FN à la France Insoumise. Oui. Ce qui est assez logique. Avec un rassemblement pour la soutenir, d'ailleurs, à Paris, tout à l'heure. L'abstention, alors notre invité se bat beaucoup pour la prise en compte du vote blanc ou nul. Elle l'a dit sur ce plateau il y a quelques minutes. Elle pense d'ailleurs que la proportionnelle devrait être incluse dans la loi de moralisation de la vie publique. Et oui, alors bon, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une dose de proportionnel. Tout dépend. Là, c'est encore plus fort. Elle voudrait que ce soit. Tout le monde est d'accord et personne ne le fait. Mais personne ne le fait. Il y a des bonnes raisons de ne pas le faire aussi. Voilà. Bon, il y a des bonnes raisons de ne pas le faire, des raisons à la fois de cohésion de gouvernement, CF l'Italie, et puis ou la 4e République. Mais il y a des bonnes raisons de le faire. Bon, cela étant, ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Raquel Garrido, c'est l'histoire du règlement de l'Assemblée nationale qui a établi cette barre des 15. Il faut expliquer aux téléspectateurs un nombre minimum de 15 députés pour constituer un groupe. Voilà, pour constituer. Elle voudrait abaisser ce nombre pour qu'il y ait un groupe d'opposition. Oui, parce qu'il faut bien voir que quand on n'a pas de groupe, on n'existe pas à l'Assemblée nationale. Il faut avoir un groupe. Ça ouvre tout un tas de portées de micro. Et donc, elle suggère d'abaisser cette barrière. Je pense aussi qu'il y a une arrière-pensée, à savoir ne pas être obligé de s'associer avec le PC pour faire ce groupe. Parce qu'effectivement, comme ça a été dit, sans le PC, ils auront du mal à faire un groupe de 15. J'étais assez surpris qu'elle aille sur ce terrain-là. Parce que je pense que ce qui a fait la force de la France Insoumise, c'est que ça a été une campagne hors les murs. C'est pas dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qu'ils ont émergé. C'était en étant sur Internet, en mobilisant une jeunesse. Donc ils ont fait une elle parle de l'après, là, au fond. Elle parle de l'après-campagne. Vraiment dans la vieille politique, pour le coup. Parce que ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un groupe communiste et un groupe France Insoumise. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura une proposition de loi, on aura la prise de parole du communiste et la prise de parole de France Insoumise. Comme ils seront du coup peut-être qu'une dizaine chacun, ça veut dire qu'ils vont vraiment devoir tourner à l'Assemblée, tenir le plus longtemps possible le micro. Pour au final, quel résultat? C'est-à-dire que exister, avoir une parole publique forte. Faire durer les débats à l'Assemblée nationale, mais honnêtement, est-ce que c'est en s'exprimant dans l'hémicycle à 3h du matin sur une loi qu'on se fait entendre aujourd'hui, ou est-ce que c'est comme ils ont bien réussi à le faire pendant cette campagne, en existant sur Internet? Un autre mot sur la proportionnelle quand même. On voit l'avantage de ce mode de scrutin, c'est que ça permet aussi aux électeurs, quand ils veulent pas de quelqu'un, de ne pas l'élire. Alors que la proportionnelle, c'est l'assurance pour les partis de faire élire ad vitam un certain nombre de cadres. C'est-à-dire que le chef de file d'un parti un peu important, il est sûr d'être élu et les électeurs sont sûrs de ne pas pouvoir s'en débarrasser. On voit bien qu'en filigrane, il y a quand même un souci avec cette majorité hégémonique de En Marche, c'est que ces fractures sociales, géographiques qu'on connaît en France ne vont plus réapparaître au niveau de l'Assemblée nationale. C'est quand même un souci. Je veux dire, quoi qu'on regarde les groupes parlementaires, l'abstention, on voit bien que se dégage de France, la France qui gagne, la France des villes, la France des CSP+, la France des gens qui ont fait des études. C'est ce qu'a dit notre invité. Oui. Et donc tout est lié, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre France ne peut plus avoir de représentation, ça pose un gros problème et ça risque de poser des problèmes, comme on le disait tout à l'heure, dans la rue. Raphaël d'accord, c'est le vrai problème d'Emmanuel Macron, c'est effectivement que c'est la France des gagne contre la France qui perd. Et je ne sais pas si on a conscience et à quel point, mais en tout cas, ce sera son vrai problème. Mais c'est pas en mettant des députés d'opposition à l'Assemblée nationale que ça changera quoi que ce soit. Oui, non, non, mais ça fait partie. On sort d'années de posture quand même. On peut reprendre juste les dernières lois El Khomri, où la droite globalement est pour, et même pour aller plus loin, mais elle a voté contre parce qu'elle voulait pas donner une majorité. Donc en fait, ces débats à l'Assemblée nationale, tels qu'ils ont existé ces dernières années, ils sont totalement sclérosé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est pas convaincant et que les Français sont en train de donner une majorité très large. Alors on a parlé d'une très longue campagne, elle y a été très sensible, hein. Raquel Garrido a dit qu'elle était fatiguée, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sont incroyables, il a dit qu'il y a 24 heures à Marseille, il a dit je compte presque tous les jours pour que ce soit le dernier, que ce soit fini, je n'en peux plus. Alors elle a vraiment été si longue cette campagne. Évidemment, si on la remonte aux primaires, au début des primaires, c'est vrai que ça a été long, Raphaël Ruffier-Fossoul. On a eu une vraie et bonne campagne. C'est-à-dire que pour ceux qui suivent la politique, je veux dire, est-ce qu'on peut s'en plaindre? Est-ce qu'on peut s'en plaindre? Pour la démocratie, non. Non, c'est vraiment passé des choses très intéressantes depuis effectivement un peu plus d'un an, qui ont bousculé le paysage politique. Donc c'était une campagne qui a été très intense. Mais c'est vrai que pour tous ceux, c'est ce que disent un peu tous ceux qui suivent la politique aussi, c'est qu'on en a tous un peu ras-le-bol. C'est-à-dire qu'à un moment donné, maintenant les jeux sont un peu faits.
On attend de voir ce gouvernement, dimanche, ce qui va donner. Oui, on disait déjà avant le premier tour que ce serait un raz-de-marée Macron. La surprise, c'est que finalement, c'est que la vague était plus haute encore. Mais sinon, l'essentiel est déjà joué. Et sur le terrain, Sébastien Lacroix, ils ressentent ça aussi, les hommes politiques, chez vous, par exemple? La lassitude, la longueur de la campagne politique, oui, bien sûr qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués parce qu'en plus, ils ont l'impression de se battre sur des choses qui ne sont pas les choses fondamentales. Les sujets fondamentaux peuvent être les thèmes de campagne. Notamment, je veux dire, la droite est quand même relativement absente du débat dans cette campagne des législatives. On ne sait pas bien, en dehors du 1,7 de CSG, que va proposer Macron et que eux contestent. Quelle est la vraie différence? Voilà, quelle est la vraie différence d'ailleurs, effectivement, puisque beaucoup de gens des Républicains sont passés chez En Marche ou sont macro-compatibles. Donc on a quand même une campagne qui est très longue, qui a été très intéressante politiquement, qui a été complètement phagocytée par les affaires, mais qui, sur le plan des idées, de ce qu'on fait après, est relativement pauvre. Raphaël Rufier-Fossoul. C'est-à-dire que maintenant, les choses sont figées depuis un certain temps, et comme depuis qu'on a pressenti qu'Emmanuel Macron allait l'emporter, et que le scénario se déroule finalement sans trop de surprises pour l'instant, on commence à s'ennuyer un peu. On attend de voir qu'on passe aux actes. Et je pense que les Français, c'est un peu pareil. Donc aussi, l'abstention, elle vient de là. On a quand même demandé aux Français de voter 6 ou 7 fois, si on compte les primaires, le premier tour, deuxième tour, législative. Ça pose un problème entre guillemets, de 5e République ou pas, ça? Oui, parce que c'est vrai que ces votes législatifs juste après la présidentielle, ça pose une vraie question. Quel est le sens de ces élections? Elles sont systématiquement tellement proches de la présidentielle que l'essentiel des gens maintenant ne votent plus. Ça donne une majorité au président. Ça pose un problème de calendrier électoral. Ça aurait plus de sens. Aux États-Unis, par exemple, on vote un jour d'élection pour beaucoup de choses très différentes. Du président à certains articles liant l'État. On n'est pas aux États-Unis, mais il faut pas oublier non plus que le problème qui est plus constitutionnel, c'est le fait que 15% des électeurs aient élu Macron, qui dégage cette vague macroniste. Et d'autre part, il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, les contre-pouvoirs existent, que ce soit dans les collectivités, au Sénat ou ailleurs, et qu'on a une espèce de boursouflure En Marche sur l'Assemblée nationale. Sébastien Lacroix de l'Union de Reims et Raphaël Rufier-Fossoul de Lyon Capitale d'avoir débriefé les propos de notre invité Raquel Garrido et l'actualité ce matin. Sur ce plateau, on passe aux Zappélisés, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Oui, il y a un problème Bayrou. On ne sait pas bien, M. Bayrou, il est vice-premier ministre, il est vice-président. Non, très sérieusement... Emmanuel Macron ne doit pas être très content de ce qui est en train de se passer. La faute à qui? Et que je pense que chacun doit assumer ses responsabilités. Il faut faire attention, mais bon, c'est peut-être aussi la période de rodage, même si François Bayrou n'est quand même pas un perdreau de l'année. Nous allons vers une assemblée qui sera peut-être constituée à près de 70% par des députés En Marche, alors même qu'ils ne représenteront qu'aux alentours de 15% des inscrits. Il est acquis que le président de la République aura une majorité absolue, c'est ce que souhaitaient les Français au lendemain. C'est déjà acquis pour vous? Vous allez avoir ce qu'on voit aujourd'hui à travers les candidats En Marche qui ne veulent pas faire de débat, une espèce de noblesse d'empire, vous voyez, sans avoir connu les combats, des gens qui arrivent et qui en réalité vont donner des leçons aux autres. Avec le mode de scrutin majoritaire, l'effet amplificateur donne une majorité écrasante, très écrasante, et le risque, c'est qu'une majorité écrasante écrase le débat. Emmanuel Macron n'aurait-il pas asphyxié tous les autres partis traditionnels? Asphyxié, je n'utiliserai peut-être pas ce mot. De quoi s'agit-il au fond? Il a peut-être anéanti les combats partisans. Ce que j'ai vu, c'est NKM qui brandit ses tracts, l'agresseur qui lui arrache des mains et lui renvoie d'un mouvement, d'un revers de la main vers son visage à elle. Elle se protège, elle met sa main comme ça pour se protéger et les tracts heurtant sa main, elle prend sa main dans la figure et ensuite elle s'effondre. Nathalie Kosciusko-Morizet, inconsciente pendant plusieurs minutes. La candidate a été hospitalisée et a reçu la visite du Premier ministre Édouard Philippe. C'était sur ma route. J'ai pour Nathalie des sentiments d'amitié depuis longtemps et je suis passé m'assurer qu'elle allait bien. Je l'ai trouvée secouée
J'ai décidé de suspendre ma campagne électorale jusqu'à nouvel ordre. Dès lors que Nathalie Kosciusko-Morizet n'est pas en mesure de mener normalement la sienne, il est normal que moi je stoppe la mienne. Jean Lassalle, ça fait 40 ans qu'il est maire de Lourdes-Sichères, ça fait 15 ans qu'il est maintenant député, il brigue un 4e mandat, 108 ans de mandat cumulé. Je pense que c'est le candidat du passé, nous sommes le candidat de l'avenir. Salut Mehdi, connais-tu le président? Oui, je l'ai rencontré l'an dernier. Je lui avais demandé sa carte de crédit pour m'acheter des bras. Maintenant qu'il est président, il pourrait peut-être m'acheter des jambes. D'accord Mehdi, j'ai compris, je te rends ton patron. Qu'est-ce que tu veux à côté de mon challenger, qui est jeune, magnifique, etc. Et je suis un vieillard sans défense. Oui, mais alors vous avez quoi pour vous? Rien. Voilà, fin de Territoire d'Info. Lundi matin, c'est une émission spéciale pour débriefer les résultats des élections législatives. Bon week-end à tous. Au revoir.